Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode du podcast La Loire en bouteille, toujours au cœur des vignes du domaine de Haute-Perche dans le Val-de-Loire, près d'Angers. Nous poursuivons notre série de podcasts consacrés au réemploi dans les vins de Loire en l'inscrivant dans une réflexion plus large sur la durabilité de la filière profondément ancrée dans son territoire. Dans le cadre du plan filière Vins de Loire 2030 et avec le soutien d'Interloire, la filière des vins de Loire s'engage pour réduire son empreinte environnementale. Le réemploi des bouteilles constitue une démarche à la fois ambitieuse et concrète, mais il s'accompagne aussi d'une diversité d'autres initiatives portées et expérimentées par les acteurs du secteur. Nos trois invités vont partager avec nous leurs recherches, leurs solutions pratiques et la manière dont leurs approches se complètent pour donner corps à de véritables plans d'action écologique. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est parti pour la Loire en bouteille. Et pour ces échanges, j'ai le plaisir de recevoir Florence Vellex, qui est présidente du Vinopôle, le Centre Val-de-Loire. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, merci. Marine Rosenblatt, vous êtes chargée de mission développement durable et animatrice sécurité chez Ackermann. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Et Étienne Goulet, vous êtes directeur technique d'Interloire. Merci d'être avec nous. Et bonjour. Alors, Étienne, je me tourne tout d'abord vers vous pour cette première question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle d'Interloire et surtout son rôle pour engager cette dynamique, pour conduire la filière vers un avenir plus vertueux au niveau de l'environnement? C'est vrai qu'on a parlé dans le premier podcast vraiment du réemploi, mais d'une vision plus large. Comment est-ce que vous embarquez tous les acteurs dans cette dynamique? Ouais, plus largement, mais c'est une spécificité des vins de Loire. C'est toujours été tourné vers l'environnement. Donc c'est pas nouveau. Aujourd'hui, ce qu'on ressent, c'est une meilleure structuration en fait. La filière se structure plus, ce qui permet, par exemple, soit pour Interloire de faire des actions directes. Il y a quelques temps, 2-3 ans, l'interprofession s'est dotée d'une mission climat haut carbone. Donc ça, c'est un signal fort à envoyer à la filière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une mission spécifique, un chargé de mission qui s'occupe du climat, de l'eau, du carbone. Donc là, vraiment, on a structuré, on a mis les moyens justement pour aussi coordonner cette personne-là. Elle fait des actions directes, hein. On y reviendra, on a des actions directes au niveau de l'interprofession, mais il y a aussi une coordination avec l'ensemble des autres acteurs qui travaillent au niveau de l'environnement globalement, que ce soit les entreprises, mais aussi les instituts techniques, etc., les chambres, les ODG, tout le monde. Donc il y a un rôle de structuration. Et ça, ce rôle de structuration, il passe notamment par le plan filière 2030 pour les vins de Loire. Oui, j'imagine que c'est fondamental d'être bien structuré, de savoir où l'on va. Justement, il y a eu un plan filière vins de Loire 2030. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les grands axes et peut-être aussi le calendrier qu'on doit suivre? Alors, le calendrier, effectivement, ça, c'est une grosse réflexion qu'il y a eu dans la filière. Ça a duré plusieurs mois avec tas d'ateliers de réflexion. Et puis, en 2020, voilà, on a abouti à ce plan filière avec un grand objectif, c'est la création de valeur. Ça, c'est l'objectif principal. Et ensuite, on a 3 engagements. Donc, un engagement sur l'environnement, on pourra revenir. Il y a un engagement sur le social, tout ce qui, par exemple, est lié à l'emploi, et un engagement sur le sociétal, par exemple, sur la consommation modérée, etc., oui, d'alcool, etc. Donc, pour en revenir sur l'engagement, donc 3 engagements. Sur l'engagement environnemental, on ne parle pas évidemment que du climat ou que du carbone. On embrasse l'ensemble des thématiques environnementales, tout simplement parce que ça doit être cohérent. On ne peut pas travailler quelque chose dans un secteur, par exemple la réduction des intrants, se dire, tiens, on va mettre en place telle et telle action, etc. Si ça a un impact négatif, par exemple, sur le carbone. Oui. Voilà. Donc, c'est essentiel d'avoir une vision large au niveau de l'environnement, justement pour être performant dans chacun des secteurs. Oui, parce que j'imagine que chaque acteur a une vision très proche de terrain, et c'est difficile pour eux peut-être de prendre le recul, et vous avez ce rôle. Alors, heureusement, on a tous les acteurs ont certaines spécificités, peuvent être experts dans un domaine. Donc ça, c'est hyper important de s'appuyer sur toutes ces structures-là qui sont expertes. Et justement, voilà, ce recul, d'essayer de mettre tout le monde ensemble pour conduire finalement une direction cohérente. Ça ne sera pas forcément la même pour tout le monde. Au final, c'est les entreprises qui vont faire les choses. Nous, on peut
dire, voilà, on a tel objectif, tel objectif. Et puis, on s'est doté d'indicateurs dans le plan filière. Donc, on les suit. Indicateurs de moyens, indicateurs de résultats. Mais en fait, on n'est pas là juste, ce ne sont pas juste des incantations. On met en place des actions qui, au final, doivent profiter aux entreprises. C'est elles-mêmes qui vont changer. Nous, on est là, au niveau collectif, simplement pour donner des pistes, des orientations, des facilités. Au final, c'est les entreprises elles-mêmes, les domaines, les négoces, etc., qui vont mettre en œuvre ces actions. Florence Velez, est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez nous rappeler quelle est la fonction, la mission du Vinopole Centre Val-de-Loire? Ouais, je vais resituer ça par rapport à tout ce qu'a dit Étienne. En fait, le Vinopole Centre Val-de-Loire, il a été créé par la filière, par les professionnels de la filière, avec cette idée. Donc, on fait du collectif, on fait du temps long, mais pour l'instant, on est entre nous. Et comment est-ce qu'on fait pour s'ouvrir? Parce que sur ces réflexions, Étienne disait que ça doit être global, mais ça doit être tellement global qu'il faut aussi sortir de chez nous, si je peux m'exprimer comme ça. Et on a rassemblé 4 grandes populations. Nous, les pros, les institutionnels, qui sont aussi parfois des financeurs dans nos recherches, les privés et les chercheurs et formateurs. Et l'objectif du Vinopole depuis 2013 a été de mettre toutes ces populations ensemble, tous ces personnalités, voilà, pour bosser ensemble sur le temps long. Et en 2019, on s'est dit, OK, on bosse ensemble, mais c'est quoi vraiment notre mission? Et on s'est dit, en fait, la structuration de la filière, elle est quand même forte sur la partie collective et sur la partie temps long. Elle s'occupe du futur, très bien. Mais au-delà du futur, il y a quoi? On a appelé ça un grand futur. Et on dit toujours, maintenant, il faut bosser pour nos petits-enfants. Alors, il se trouve que moi, j'ai l'âge de bosser pour mes petits-enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que nos petits-enfants nous disent « Ah ouais, mais t'aurais pu penser à ça, quoi ». Le « t'aurais pu penser à ça », c'est quoi aujourd'hui? C'est quoi ces grandes thématiques qui nous demandent, ou sur lesquelles il va falloir travailler? Attention, c'est pas simple. Voilà, et c'est ça le rôle du Vinopole. Ça fait depuis combien de temps que vous travaillez sur l'ambition environnementale de la région? Ah, depuis le début du Vinopole. Ça, c'était 2013, donc. Ah ouais, et puis la filière, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Enfin, moi, je dois dire que, allez, je vais parler un peu perso, mais moi, j'ai repris un domaine en 2003, et en 2003, c'était déjà au cœur des sujets. Donc, c'est pas nouveau. Ce qui change, c'est la façon dont on l'aborde, et c'est l'importance qu'on lui donne. Donc, le réemploi, c'est vraiment une pierre dans tout cet écosystème qu'on veut mettre en place. Parfaitement juste. Et est-ce que vous auriez justement un exemple d'un projet qui a été mené au Vinopole, peut-être que sur la base de justement tout ce consortium qui a dit que voilà, on va commencer à mettre en place cet élément et ça s'est abouti? Ah, la question, elle est difficile parce que le Vinopole, il est là pour œuvrer au niveau des idées. Sur la vraiment réalisation des projets, ce sont les structures pertinentes qui le font. C'est D'accord. pas notre rôle, nous ne sommes pas une structure de plus. On est vraiment un lieu d'émergence. Mais par exemple, si je réfléchis à ce que j'ai pu voir de ce qui s'était passé il y a une quinzaine d'années, Quelque chose qui a été saisi c'est après. là qu'on a commencé à travailler d'une façon, comme disait Étienne, plus systémique. Par exemple, sur les modèles agricoles, en commençant à réfléchir à des modèles agricoles plus systémiques. Et ensuite, ça a été mis en musique, mis en œuvre. Et aujourd'hui, il y a plein d'expérimentations, il y a plein de domaines qui pratiquent ce qu'on va appeler l'agroécologie, pour faire simple. Mais ce n'est pas le Vinopole en tant que tel, c'est vraiment les professionnels qui se sont complètement emparés des sujets. Donc vous pensez à quoi du coup? À l'agroécologie. L'agroécologie. Par exemple. D'accord. Voilà, qui a une vue plus globale et plus systémique des principes agronomiques. Marine Rosenblatt, au sein d'Ackermann, comment est-ce que vous faites pour identifier les solutions qui sont les plus pertinentes pour votre domaine? Il a fallu cibler. Tout d'abord, on a réalisé notre empreinte carbone en 2021 et à partir de là, on a pu voir et orienter différentes actions. Donc réaliser son empreinte carbone, c'est vraiment savoir ce que vous émettez chaque année. Voilà, c'est une des premières actions à faire. C'est assez large en fait, en vérité, ça approche différents domaines. On a été accompagné par un cabinet qui est Carbone 4 sur ce sujet-là. Et là, on a réalisé que le poste le plus émetteur en émissions carbone, en fait, ce sont nos achats. Et dans nos achats, il y a 2 choses. Il y a le verre, la bouteille de verre, et tous nos approvisionnements en raisin, vin et mou. Donc pour le verre, les actions sont assez simples. Il y a 2 axes. La première, c'est d'alléger la bouteille de verre, la bouteille de vin, surtout sur nos vins dits tranquilles, donc sans bulles. Donc là, notre poids moyen actuel, il est de 450 grammes. Notre objectif est d'aller vers 420.
et pour donc, à peu près 10% de moins en fait. D'accord. Et pour cela, il faut embarquer tout le monde sur ce sujet-là. Le deuxième axe, c'est le réemploi, effectivement, où là, c'est un axe beaucoup plus fort et beaucoup plus impactant. Sur les bulles, là, on a déjà allégé, on est environ à 775 grammes, donc c'est pas le premier sujet. Ensuite, pour les raisins, vins et mous, là, il faut travailler avec nos apporteurs. On travaille déjà depuis plusieurs années avec les apporteurs qui sont situés en région Val-de-Loire. Donc en termes de distance, on est déjà dans une proximité et la grande majorité d'entre eux ont déjà des certifications environnementales. Ils ont soit le domaine, sont soit HVE, donc haute valeur environnementale, ils ont la certification Terravitis ou encore biologique. Donc il y a déjà des pratiques durables et environnementales qui sont inscrites dans leur conduite viticole. Ça peut être par exemple la séquestration carbone avec l'implantation de couverts, de haies ou de arbres. Ça aide à réduire aussi. Après, on peut travailler sur d'autres sujets comme le transport ou l'énergie, puisque le bilan carbone, l'empreinte carbone englobe aussi ces démarches-là. Mais nos principaux axes, c'est cela, le verre et les raisins, les vins et les mous. Et justement, sur le réemploi, comment est-ce que vous avez réussi à le mettre en place? Vous avez dit que vous deviez embarquer tout le monde. Ça veut dire quoi, ça? Alors là, nous, on a adapté une gamme complète. Donc c'est un sujet assez technique en vérité, puisqu'il faut choisir la bonne bouteille, qui est adaptable au réemploi. Il faut adapter nos étiquettes, donc il faut que ce soit plus sobre en encre. Il faut aussi la bonne colle, le bon papier, la bonne colle pour que ça se décolle, hydrosoluble, donc que ça se décolle facilement. Le bon papier, et puis il faut indiquer au consommateur que cette bouteille elle est bien réemployable. Donc indiquer le logo réemploi notamment à l'arrière, sur les contre-étiquettes. Et là, il faut que le consommateur aussi la ramène en magasin. C'est un peu l'histoire du colibri, cette affaire. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire du colibri. Il y a un incendie et il y a un colibri qui amène, comme il peut, une petite goutte d'eau pour éteindre cet incendie. Et les autres animaux lui disent « Mais ça sert à rien ce que tu fais là, ça suffit pas. » Il dit « Oui, mais moi au moins, je fais ma part. » Et ben, le réemploi, c'est ça. C'est chacun doit faire sa part et chaque acteur doit participer pour qu'on puisse y arriver et réduire nos empreintes carbone. Mais pas seulement. Comme disait Étienne, pour le réemploi, ça baisse aussi l'énergie et ça baisse aussi l'eau. Et ça, c'est important. Oui, Étienne Goulet, donc on parle beaucoup de la bouteille comme étant un facteur déterminant au niveau de l'empreinte carbone. Est-ce que c'est réellement l'élément le plus déterminant ou il y a d'autres éléments qui sont aussi très forts? Oui, c'est un élément très fort, la bouteille. Oui, globalement, c'est souvent le poste le plus important en termes d'empreinte carbone, mais voilà, ça va dépendre aussi en fonction des exploitations, des itinéraires globaux, de ce qu'ils font à côté, et également sur ce conditionnement. Donc ça peut varier d'une structure à l'autre, mais globalement le poste verre, le poste bouteille est toujours... Est-ce qu'on a des échelles de pourcentage où vous avez vu à peu près combien ça représentait ou... C'est pas assez important. On peut être entre 30 jusqu'à même quelquefois 50%, en fonction aussi des structures. On a des structures qui sont souvent différentes, mais oui, c'est plus du tiers quelquefois de l'empreinte carbone globale. Et comment est-ce que vous faites pour accompagner les différents acteurs avec lesquels vous travaillez pour réduire justement l'empreinte carbone et surtout peut-être d'abord la mesurer? Parce que ça, c'est quand même un premier enjeu. Et oui, parce que là, on parle beaucoup, Marine a parlé tout à l'heure de l'empreinte carbone qui avait été réalisée. C'était la première étape, c'est voilà, ça. C'est ça, c'est de mesurer. Alors, c'est pas une finalité en soi justement de mesurer. C'est un objectif, c'est un préalable à la mise en place d'actions de décarbonation. En fait, en mesurant, et surtout on peut mesurer du coup secteur par secteur, poste par poste, ce qui nous permet à toutes les entreprises individuellement de savoir quels sont les postes qui, dans sa structuration, émettent le plus de carbone ou au contraire stockent le plus de carbone, on en a parlé. Donc tout ça, cette mesure-là, elle est importante, c'est un préalable, on ne peut pas mettre en place des actions, on va dire, efficaces, surtout efficaces, précises, voilà, mais efficaces, si on n'a pas avant cette évaluation de où, en fait, on dépose. Donc, au niveau d'Interloire, ce qu'on a proposé, voilà, on a parlé tout à l'heure de ce calcul d'empreinte carbone qui peut être assez long, assez chronophage. Certaines entreprises, Marine vient de le dire, l'ont déjà réalisé. Nous, ce qu'on propose pour faciliter cet accès à l'empreinte carbone, c'est d'utiliser un outil simple de calcul de l'empreinte carbone avec une société qui s'appelle Foodpilot qui a développé, du coup, en partenariat avec Interloire, l'outil OnePilot
qui est disponible pour tous les opérateurs de la Loire sur le portail unique d'Interloire. Et là, ça facilite. Voilà, c'est un calcul simplifié qui permet, en une grosse demi-journée, d'avoir son empreinte carbone. Si on a tous les éléments, tous les papiers, etc., une grosse demi-journée, ça nous permet d'avoir l'empreinte carbone de l'entreprise, et ça, poste par poste. Donc ça, c'est vraiment le préalable pour pouvoir ensuite mener à bien les actions de décarbonation. Dans cet outil, il y a aussi toutes les actions de décarbonation possibles qu'on peut mettre en place. Voilà. Et tu proposes après. C'est ça. Et ça permet aussi de simuler. C'est-à-dire qu'on a notre empreinte carbone et on se dit, tiens, par exemple, si je vais sur le réemploi ou si je vais sur l'allègement de la bouteille, pour l'année prochaine, si je mets 10% en moins de verre, etc., de poids, quel est le résultat ? Quel est l'impact ? Voilà. Donc c'est vraiment un outil de calcul pour savoir. Il y a la possibilité ensuite de choisir des actions qu'on mettra en place, et donc un outil de simulation pour voir en fait concrètement quels sont les résultats. Parce que chaque entreprise, chaque domaine, on ne va pas forcément appliquer les mêmes actions de décarbonation. Bien sûr. Il y en a, globalement, elles sont toutes connues, mais par exemple, certaines seront plus efficaces que d'autres dans un domaine, etc. Marie, vous avez fait comment ? C'était difficile pour vous de faire ce calcul, ce premier calcul d'empreinte carbone ? Vous avez dit que vous avez été accompagné aussi ? Oui, on a été accompagné sur la mesure de cette empreinte parce qu'en fait, il y a des normes internationales. On ne calcule pas comme on veut, il faut suivre une conduite, certaines règles. Donc là, nous, la norme qui a été utilisée, c'est le GHG Protocol, et Carbone 4 nous a aidés dans cette mission. On a accumulé plein de données pendant toute une année entière, donc avec différentes unités de mesure. On a des euros, on a des poids, on a des kilos, et là, on les a traduits en tonnes d'équivalent CO2 ensuite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents périmètres quand on fait cette traduction en carbone. Ces périmètres, ça s'appelle des scopes. Vous avez le scope 1 et 2, c'est tout ce qui est émissions directes. Donc l'énergie, les véhicules dans l'entreprise, en tant qu'entreprise. ce sur quoi on a la main finalement. C'est aussi nos propres domaines. Nous, on a nos propres domaines également. Et puis, vous avez le scope 3. Donc là, c'est scope 3 amont, c'est tout ce qui arrive à l'entreprise. Donc pour nous, par exemple, ça va être tous les raisins, les vins, les mous, tout ce qui est les matières sèches. Donc là, c'est l'habillage autour de la bouteille, donc l'étiquette, le bouchon, etc. Et puis, vous avez le scope 3 aval. Donc là, c'est la bouteille qui part en magasin. Donc ça, c'est le transport, où est-ce qu'elle va, mais aussi la fin de vie de la bouteille. Et donc là, le réemploi, c'est important parce que ça va aussi baisser cette partie-là. Est-ce qu'il y a eu des actions assez simples, finalement, concrètes, qui vous ont permis d'avoir un impact significatif sur votre empreinte ? L'allègement de la bouteille, c'est assez simple. Après, il faut embarquer les différents acteurs, mais c'est assez simple. Tout ce qui est au niveau de l'énergie, ça semble simple également. Nous, par exemple, sur notre site de conditionnement, on a remplacé 2 chaudières gaz par une pompe à chaleur industrielle. Donc ça, c'est une action, on a la main, on peut le faire. Ça met du temps, mais c'est assez simple. Après, une petite nuance sur nos domaines, ça semble simple, mais pas tout à fait. Parce que nous, il faut savoir, on a 6 domaines entre Nantes et Sancerre, donc il y a différents sols, différentes situations géographiques et différentes météos. Et donc, il y a une année où on pourra mettre en pratique certaines actions durables, comme les couverts végétaux, par exemple, et là, ça se passera très bien. Et l'année d'après, ça ne poussera pas parce que la météo aura été variable. Donc, une petite nuance là-dessus. Après, là, c'est un peu plus complexe et ça dépend vraiment aussi de la variété et des sols de chaque acteur. Florence Bellex, on voit en tout cas que tout ça demande beaucoup d'agilité, de mixité dans les solutions. C'est comme ça que comment est-ce que vous arrivez à proposer aussi des solutions qui sont équilibrées aux différentes exploitations ? Alors, nous, on ne va pas aller jusqu'à la proposition de solution, on est bien clair. Par contre, dans nos réflexions, c'est exactement ça qu'on intègre, c'est-à-dire le fait que c'est plein de facteurs différents, le fait que nous sommes dans une région variée, et comme le disait Marine avec beaucoup de justesse, on ne va pas faire la même chose à Sancerre et à Nantes, parce que nous, on travaille très proche de la nature. Donc, on travaille avec aussi les données que nous offre, on va le dire avec ce mot-là, que nous offre la nature, et ça peut être très différent d'un endroit à l'autre. Et dans nos travaux de recherche, ce qui est important, c'est vraiment fondamental dans nos réflexions, c'est qu'on n'est jamais, dès qu'on discute environnement, on n'est jamais dans la recherche d'une espèce de solution miracle et idéale. Jamais. Et on est vraiment, comme on a eu l'occasion de le dire là, dans cette espèce de recherche de pistes
de leviers qui vont s'adapter à telle ou telle structure, à telle ou telle nature et à telle ou telle météo. Enfin voilà. Et ça guide absolument toutes nos réflexions. On n'est absolument pas dans ce mythe du machin idéal, mais on est bien dans la complexité de la chose et on essaye d'intégrer dans nos travaux cette complexité. Ce qui n'est pas facile quand on communique, hein, parce qu'on n'est pas sur quelque chose, on ne peut pas vous dire un truc, c'est super, on va faire ci. On travaille dans cette complexité. C'est aussi ça qui est passionnant et c'est ça aussi qui fait qu'on essaye d'être multi-acteurs, multi-pensées, multi-histoires pour, avec cette diversité, répondre à la diversité de l'enjeu. Et une analyse aussi des données scientifiques, une prise de recul que beaucoup d'exploitants ne peuvent pas avoir. Absolument, mais ça, c'est notre boulot. Ouais. Alors, pour le coup, il y a plein de niveaux. Il y a le niveau de l'exploitation qui va mettre en œuvre, ce qu'a très bien expliqué Marine. Et puis, il y a le niveau de la recherche et des expérimentations, ce dont parlait Étienne, où là, on essaye d'être hyper scientifique. C'est-à-dire, on essaye de valider le plus que l'on puisse la pertinence des solutions. Et dans la diminution du carbone, c'est crucial. Et on utilise souvent une technique qu'on appelle, nous, l'ACV, analyse du cycle de vie, pour être sûr que la solution n'est pas pire que le problème. Ça peut arriver, hein. Ah oui. Oui. Et oui, on peut avoir des fausses bonnes idées. Oui. Donc, on essaye, par exemple, si on parle du réemploi de la bouteille, on a bien vérifié que le réemploi n'était pas moins bien que le recyclage. Ça, c'est des choses qu'on regarde, qu'on mesure avec le plus d'objectivité possible. Et c'est dur d'être objectif, hein. On voudrait tellement bien faire que des fois... Voilà. Donc, notre boulot, à nous qui sommes plus sur des aspects scientifiques et de recherche, c'est de valider la pertinence réelle, d'une façon la plus neutre possible, la validité des solutions, avec toute la diversité dont vous parliez, avec tous ces petits paramètres qui sont juste passionnants. Complexes, mais passionnants. Étienne, justement, vous avez, avec Interloire, réalisé des espaces tests où vous pouviez montrer comment ça se passait pour vous tester toutes ces solutions, justement. Oui, donc ça c'est dans le cadre quand on dit que la filière se structure, elle se structure aussi au niveau national, donc c'est aussi dans le cadre d'un programme qui s'appelle un projet national porté par l'Institut français de la vigne et du vin, qui s'appelle Vitiliance, et qui est déployé ensuite dans tous les bassins viticoles. Et en Loire, c'est donc Interloire qui est la structure animatrice et notre chargé de mission climat au carbone qui anime ce projet Vitiliance. Et donc dans Vitiliance, plein de choses, mais dans une partie, c'est donc lié au transfert. L'objectif, c'est bien le transfert de toutes ces actions en lien avec le climat. Et on a mis en place ce qu'on appelle des démonstrateurs climatiques. D'accord. Donc là, on prend ensemble l'ensemble, et c'est pas justement, donc ces démonstrateurs climatiques, ce sont des sites, des lieux qui vont être ouverts aux entreprises. On va faire des journées techniques, c'est ouvert, les entreprises peuvent venir voir, les domaines, les vignerons, tout le monde peut venir voir. Et là, on met en place, finalement, pas souvent on recherche, on travaille sur des essais factoriels. Quel est le facteur le plus prépondérant? Là, on met en place des essais multifactoriels, et ce ne sont pas vraiment des essais, on les met clairement en place dans un itinéraire. Et donc, on a plusieurs types de combinaisons de leviers pour montrer que, oui, c'est vraiment un démonstrateur. Donc, venez, voilà comment nous, on les a mis en place, et puis de combiner tel et tel levier. On parlait tout à l'heure, on peut, par exemple, sur le carbone, on a des grands trucs, la bouteille, etc. Finalement, rien que le fait, autre chose, d'utiliser des nouvelles variétés résistantes aux maladies. Ça va nous permettre tout simplement de passer beaucoup. Alors, c'est bénéfique au niveau des intrants phytosanitaires, mais du coup, ça va nous permettre de passer beaucoup moins souvent sur la parcelle, donc d'économiser du carburant. Marie en parlait tout à l'heure, c'est l'énergie. Donc tout ça, on peut mettre en place une parcelle. Associée à quoi? Associée, par exemple, pour le travail du sol, un robot hybride, et puis pourquoi pas d'autres thématiques, les copâturages, on a des oies pour voir ce que ça donne. Donc en fait, dans une parcelle, jusqu'à la 4 finalement, on va mettre des combinaisons de leviers. L'idée c'est de dire, venez voir, on a mis ça en place, chez nous ça marche, et surtout, on les mesure. L'objectif de ces démonstrateurs climatiques qui sont portés, c'est animé par Interloire, mais c'est porté par l'IFB, au domaine expérimental de Montreuil-Bellay, par exemple, de l'IFB, on mesure. Donc tout ce qu'on va mettre en place, on mesure l'impact carbone,
Et puis Les également, réactions entre les gens. voilà, et également si l'objectif est bien atteint ou pas. Si on dit, bah voilà, il faut limiter les adventices dans la vigne, on va utiliser telle et telle technique, on va, la mesurer au niveau environnemental. Florence a parlé tout à l'heure de l'ACV, on fait de l'ACV, on fait de l'empreinte carbone, etc. Et deux, est-ce que oui ou non, ça a bien contribué à réduire les adventices. Donc ça, on a voilà, ces choses-là, ces démonstrateurs, un plutôt tourné sur la partie agroviticole, on a vu au domaine expérimental de l'IFB à Montreuil-Bellay, et un plutôt sur la partie œnologie, cave, transformation, à Vertou, toujours porté par l'IFV, à la cave expérimentale de la Frémoire. Et avec des partenaires, bien entendu. On n'est pas tout seul, il y a l'IFV, il y a Interloire, mais il y a les chambres d'agriculture, il y a les AL, il y a des caves coopératives, parce que l'idée aussi, c'est d'avoir des sites pilotes, des sites vitrines, des sites pilotes, Voilà. sur lesquels on puisse échanger. Il y a ce qui se passe dans ces démonstrateurs, et puis après on vient échanger. Les gens viennent, disent « Ah, ça c'est hyper intéressant, mais je ne peux pas le mettre en place sur mon domaine, pour tel ou tel truc, mais ça en revanche c'est bien, je vois que c'est mis en place, et puis ça a l'air de fonctionner, bah tiens, je m'y mets aussi. » Voilà, c'est vraiment ces démonstrateurs pour le transfert, pour faciliter le transfert. Montrer que c'est possible. Démontrer. Et on va terminer sur cet exemple. Merci beaucoup à tous les trois pour ces échanges. Florence Vellex, je rappelle que vous êtes présidente du Vinopôle Centre Val-de-Loire. Marine Rosenblatt, vous êtes chargée de mission, développement durable et animatrice sécurité chez Ackermann. Et Étienne Goulet, vous êtes directeur technique d'Interloire. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était La Loire en bouteille.